Ce film, Edil l'a vu des dizaines de fois. Comme beaucoup de combattants de la liberté, il a étudié aux États-Unis grâce à une bourse offerte par le gouvernement américain. Juste retour des choses, aujourd'hui il travaille pour NDI, l'Institut national démocrate, une fondation dirigée par Madeleine Albright. Pour ces élections, c'est lui qui est chargé de recruter des observateurs indépendants. Ce matin, il fait une dernière réunion. Les autres observateurs attendent de vous que vous soyez des leaders. Ils attendent que ce soit vous qui posiez des questions lorsqu'il y aura des infractions dans les bureaux de vote. Soyez actifs, surtout les jeunes. Vous êtes l'avant-garde. J'espère que j'ai été convaincant. Regardez, j'ai même l'écharpe orange qui vient d'Ukraine. J'ai passé 1 mois et demi en Ukraine. C'est l'Institut national démocrate qui a envoyé Edil observer 1 mois et demi les coulisses de la révolution orange. Ça, c'est le fameux imperméable de la révolution orange. Je me souviens, c'était tard. La nuit, sur la place centrale, il faisait froid, il y avait de la neige, et il y avait des milliers de personnes qui portaient ces imperméables. J'étais tellement fasciné par l'opposition ukrainienne, ils avaient tellement d'argent, ils étaient tellement organisés, que j'ai pris ça pour le montrer à tout le monde ici et dire « Regardez, ils étaient prêts à la révolution, ils avaient même leurs imperméables qu'ils distribuaient dans les rues. » Ça se porte comme ça. Cette logistique, ces moyens financiers illimités, sont bien sûr essentiellement américains. Près de 60 millions de dollars ont été dépensés l'année des élections en Ukraine. Au Kyrgyzstan, les dollars pleuvent aussi. 50 millions pour la location de la base militaire et 50 millions pour aider les associations favorables à la démocratie. Celle d'Edil touche 110 000 dollars pour surveiller le bon déroulement des élections. Alors forcément, à la une du journal que publie l'association, on sait être reconnaissant. Là, c'est le discours de Bush le jour de son investiture. Vous savez, ici, on est partagé sur George Bush. C'est pas mon président préféré. Mais quand un président américain dit que tous ceux qui vivent sous la tyrannie sachent que les États-Unis ne vous oublieront jamais, que jamais nous ne pardonnerons aux dictateurs, et que le jour où vous vous lèverez pour défendre votre liberté, nous serons avec vous, eh bien là, on le met en première page, parce que c'est important. On mérite notre liberté. Nous avons voulu voir à quoi ressemblaient ces Américains qui exportent la démocratie dans les coins les plus improbables de la planète. Pour les rencontrer, il faut aller dans un autre lieu tout aussi improbable, le golfe de Bishkek, la capitale kirghize. Autour de cette table, les représentants des principales organisations américaines présentes sur place. Mike Stone, 52 ans, ancien journaliste, dirige l'association Freedom House chargée de défendre la liberté de la presse. Brian Campbell, 48 ans, 15 ans de Kyrgyzstan, dirige le bureau de USAID, spécialiste dans l'aide au développement. David Greer, 43 ans, juriste, chargé de former les Kirghizes à l'économie de marché. Première surprise, ici, tout le monde assume son rôle sans complexe. La politique américaine au Kyrgyzstan, c'est d'exporter l'économie de marché dans l'intérêt des États-Unis. Et quant à notre influence ici, eh bien, on vient avec ce que le monde développé a de meilleur en termes de principes économiques. Voilà. Quelles sont les motivations politiques de Washington derrière tout cela, derrière notre présence ici? Je ne sais pas, mais je n'ai aucun problème avec ce que l'on fait ici, car je suis persuadé que c'est pour le bien des gens et que si ça marche, ça rendra le monde un peu meilleur. Moi, je ne crois pas que l'impérialisme soit une mauvaise chose, si cela veut dire des élections libres, une justice indépendante et des médias libres. C'est exactement ce qu'on est en train de faire ici et c'est très bien. Et franchement, je me fiche de ce que Poutine peut en penser, car lui, il était à la tête du KGB. Donc on connaît par cœur ses réactions et ça n'a aucune importance. Voilà, c'est tout. Et les méthodes du KGB, Mike Stone les connaît. Avant le Kyrgyzstan, il a perfectionné son swing en Hongrie, puis en Biélorussie.
Ce Texan de 52 ans dirige la seule imprimerie du pays qui ose publier les journaux d'opposition. C'est de nuit qu'il nous y emmène. Il préfère être discret. À quelques jours du scrutin, la pression du KGB local est à son maximum. Alors Ruslan, c'est où? Ils sont par là-bas. Il est 3 heures du matin. Les ouvriers de l'imprimerie ont repéré une voiture stationnée tout près. Ce soir, la police secrète est de sortie, mais pas tout à fait sur le coup. Alors Mike, il n'y a personne? Si, ils dorment dans la voiture. C'est pas vraiment du bon espionnage. Ah non, ça c'est clair. Je vais rester ici jusqu'à ce que chaque exemplaire sorte de mon imprimerie. Tout ça, c'est de la guerre psychologique. T'inquiète. Si ça continue, je vais leur mettre de la musique country à fond. Tu sais, du Hank Williams. Jusqu'à ce qu'ils craquent et qu'ils décarpissent. Je suis sérieux, c'est comme ça qu'on a fait au Panama. On passait du rock devant le palais présidentiel jusqu'à ce que Noriega se rende. Vous vous souvenez? C'est ici que Mike et son association Freedom House impriment les 6 journaux d'opposition du pays. Avant son arrivée, il dépendait entièrement du bon vouloir du pouvoir. Dans l'imprimerie, le ton est tout de suite donné. Sur les murs, un message d'encouragement du peuple américain au peuple kirghize. Et sur les rotatives, un petit rappel du nom du généreux donateur, le département d'État américain chargé de la démocratie, du travail et des droits de l'homme. Tout un programme. Mais depuis 10 jours, le gouvernement kirghize a privé l'imprimerie de courant à cause de cette une. Ça, c'est la fameuse une. On peut lire « La maison que le président Akayev s'est fait construire ». Là, c'est sa maison, ou plutôt son palace. Et là, à côté, un pauvre enfant qui n'a pas de toit sur sa tête. C'est pas mal, non, comme montage, hein? Ce qui est intéressant, c'est que 5 jours après avoir publié ce numéro, ils nous ont coupé l'électricité. Et c'était 5 jours avant le premier tour des élections. L'imprimerie fonctionne désormais grâce à 2 générateurs prêtés par l'ambassade américaine. Mais le bruit court dans tout Bichkek que c'est pour une toute autre raison que Mike est privé d'électricité. Il paraît que vous avez publié ici un manuel pour faire tomber les dictateurs. Ah oui, ça, qu'est-ce que c'était? Je me souviens plus du titre. Je crois que ça s'appelle « De la dictature à la démocratie ». Mais c'est bien le livre qui a inspiré tous les jeunes révolutionnaires, ukrainiens, serbes, géorgiens. C'était leur Bible, non? Oui, en fait, je ne sais pas comment, mais on s'est fait embarquer dans toutes ces histoires de révolution de velours, orange, rose. Moi, je dis tout le temps, je veux une révolution verte, une révolution du dollar. Amenez l'argent et on imprimera tout ce que vous voulez. Mike Stone, simple homme d'affaires, il nous affirme qu'il se souvient à peine avoir imprimé le petit livre des révolutions. Pourtant, c'est bien chez Mike Stone que Tolekan Ismailova, membre de l'opposition kirghize, s'approvisionne. C'est elle qui a fait traduire l'ouvrage et qui le distribue clandestinement sous forme de journal. Ça s'appelle « De la dictature à la démocratie ». C'est de Gene Sharp. Je l'ai traduit en kirghize. C'est notre Bible. Il va sauver le peuple kirghize. C'est une arme puissante. Ça explique comment faire tomber un régime dictatorial de manière non violente. Les Serbes, les Géorgiens, les Ukrainiens s'en sont tous servis pour faire leur révolution. Ça explique les faiblesses de la dictature. Comment organiser une révolution non violente. Et surtout, ça explique la stratégie pour venir au pouvoir. J'en ai fait imprimer 6000 exemplaires et il n'en reste plus qu'une centaine. Il faut que j'en imprime d'autres. Les étudiants se l'arrachent. Ils le distribuent dans toutes les facs. Ils aiment tellement ça dans mon village qu'ils attendent la suite. Ils ont tous envie de changer le pouvoir. J'ai envoyé des milliers de copies dans tout le pays. Dans le nord, on a des militants qui le distribuent. Dans le sud, c'est déjà très populaire. Ça commence à marcher. Les révoltes ont déjà commencé là-bas.